Un millionnaire veuf dînait seul dans un restaurant de luxe, se souvenant de la femme qu'il a perdue il y a des années. Soudain, une pauvre fille entra affamée et dit innocemment « Ma mère a une bague juste comme la vôtre ». À ce moment, il sentit le sol disparaître comme il réalisa que la bague était celle de sa défunte femme seule. Ne sachant pas s'il fallait pleurer ou sourire, il découvrit que la fille était sa fille et que sa femme était vivante quelque part. Si cette histoire vous a intéressé, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous dire de quelle ville vous nous regardez. Nous continuerons. Robert Blackwood était assis seul à sa table de coin habituelle à l'Adagio, le restaurant le plus exclusif de Manhattan. Le personnel savait mieux que de faire la conversation avec lui, surtout ce soir. Ce n'était pas juste un autre dîner d'affaires. C'était le 25e anniversaire de Stellar Retreats, la chaîne d'hôtels de luxe qu'il avait bâtie de toutes les pièces avec Catherine, sa femme bien-aimée. 5 ans s'étaient écoulés depuis l'accident de voiture qu'il avait emporté. 5 ans de succès creux et de richesse dénuée de sens. Robert tordait distraitement la bague en platine antique à son doigt, un héritage familial de plus d'un siècle, avec un motif géométrique inhabituel entourant un rare diamant bleu. Seulement 3 de ces bagues avaient jamais été créées pour la famille Blackwood. « Votre Bordeaux 82, Monsieur Blackwood », dit le sommelier, versant une quantité modeste dans son verre. Robert hocha la tête, prenant une petite gorgée tout en examinant les rapports trimestriels sur sa tablette. Stellar Retreats venait d'ouvrir sa 30e implantation à Tokyo et les réservations étaient déjà complètes pour les 6 prochains mois. Les pages économiques l'appelaient le roi de l'hôtellerie de l'ère moderne. Ce qu'il ne mentionnait pas, c'était à quel point son penthouse de Manhattan semblait vide chaque nuit, comment il préférait dormir dans son bureau plutôt que d'affronter le silence de sa maison. La commotion près de l'entrée fut à peine enregistrée jusqu'à ce qu'elle devienne plus forte. Robert leva les yeux, agacé par la perturbation de l'atmosphère soigneusement cultivée du restaurant. Ce qu'il vit le fit se figer à mi-gorgée. Une petite fille, pas plus de 8 ans, avait réussi à passer devant le maître d'hôtel et la sécurité. Ses cheveux blonds étaient emmêlés et sales, ses vêtements déchirés et tachés, et ses pieds complètement nus malgré la fraîcheur de la soirée d'avril. Mais ce qui frappa le plus Robert fut le regard dans ses yeux, une faim désespérée alors qu'elle fixait les assiettes de nourriture sur les tables voisines. Avant que la sécurité ne puisse l'escorter dehors, Robert leva la main. « C'est bon », appela-t-il à travers la salle à manger soudainement silencieuse. « Laissez-la rester. » Le garde de sécurité recula incertainement. Robert fit signe à son serveur. « Veuillez apporter une portion enfant de ce que le chef recommande. » Il se tourna vers la petite fille, sa voix plus douce qu'elle ne l'avait été depuis des années. « Voudriez-vous quelque chose à manger? » Elle hocha la tête en silence, ses yeux grands ouverts de surprise et s'approcha prudemment de sa table. Robert tira une chaise pour elle, ignorant les regards désapprobateurs des autres convives. « Quel est votre nom? » demanda-t-il alors qu'elle montait sur le siège moelleux. « Emma, » murmura-t-elle, sa voix à peine audible. « Je suis Robert, » répondit-il, offrant sa main formellement comme si elle était une associée. Emma la fixa un instant avant de la serrer timidement avec ses petits doigts salis. Quand la nourriture arriva, un plat de pâtes simple mais élégamment dressé, Emma n'hésita pas. Elle mangea avec une faim qui parlait de repas manqués et de temps difficiles. Robert la regarda, quelque chose dans sa poitrine se resserrant. Il avait donné des millions à des œuvres caritatives pour enfants au fil des ans, mais voir la faim de cet enfant de près l'affectait d'une manière que ses transactions abstraites n'avaient jamais fait. Pendant qu'Emma mangeait, ses yeux dartaient occasionnellement autour du restaurant, observant les lustres en cristal et la porcelaine fine. Lors d'un de ses regards, son regard s'arrêta sur la main de Robert, spécifiquement sur sa bague. « Ma maman a une bague juste comme la vôtre, » dit-elle soudain, sa voix claire et innocente. Robert se figea, son verre d'eau à mi-chemin de ses lèvres. « Qu'avez-vous dit? »« Ma maman a une bague comme ça, » répéta Emma, pointant sa main. Avec la pierre bleue et le drôle de design,
Elle la garde dans une petite boîte et ne la sort parfois que pour la regarder. Elle pleure quand elle le fait. Le restaurant autour d'eux sembla s'estomper. La bague au doigt de Robert était l'une des 3 seules jamais fabriquées. La sienne était la première. La deuxième avait disparu avec son frère jumeau James, qui avait disparu lors d'une excursion en voilier il y a 25 ans. Et la troisième avait été au doigt de Catherine quand ils ont enterré son cercueil vide après l'accident, qui avait consumé sa voiture dans les flammes. Votre mère, dit Robert avec précaution, luttant pour garder sa voix stable. Quel est son nom? Emma inclina la tête, comme si elle considérait si c'était une information qu'elle devrait partager avec un étranger. Kate, dit-elle finalement. Mais parfois, elle s'appelle Sarah, quand nous devons déménager à nouveau. Kate. Catherine avait toujours préféré Kate entre amis. Avez-vous une photo de votre maman? Demanda-t-il. Son cœur battant si fort qu'il était sûr que tout le monde dans le restaurant pouvait l'entendre. Emma hocha la tête, fouillant dans la poche déchirée de sa robe. Elle en sortit un morceau de papier froissé et sale et le lui tendit. Robert le déplia soigneusement, ses mains tremblantes. La photographie était usée et fanée, mais la femme dedans était reconnaissable, plus âgée, plus mince, avec de nouvelles lignes de fatigue gravées sur son visage, mais indéniablement Catherine, sa Catherine, qu'il avait cru morte il y a 5 ans. Robert fixa la photo, son esprit s'emballant. Ce n'était pas possible. Il avait identifié ses effets personnels après l'accident. Les enquêteurs avaient été certains que personne n'aurait pu survivre. Pourtant, voici cet enfant, avec le visage de sa femme le regardant depuis une photographie froissée. « Où habitez-vous, Emma ?» demanda-t-il, essayant de garder sa voix calme, malgré la tempête qui faisait rage en lui. « À Millfield, répondit-elle, nommant une petite ville à environ 2 heures de la ville. Derrière l'ancienne maison Wheeler, maman dit que nous devons rester silencieux pour que les gens ne sachent pas que nous sommes là. » Robert fit discrètement signe à son serveur. Quand l'homme s'approcha, Robert murmura « Veuillez garder son verre quand elle aura fini. » Ne le lavez pas. Le serveur sembla confus mais hocha la tête. Pendant qu'Emma terminait son repas, Robert passa un appel à son assistant personnel, Marcus. « J'ai besoin d'une faveur urgente, dit-il doucement, s'éloignant momentanément de la table. Contactez le Dr. Jennings au Biogen Labs. J'enverrai un échantillon pour une analyse ADN immédiate comparée à mon profil en dossier. » Quand il revint à la table, Emma utilisait un morceau de pain pour éponger le reste de la sauce dans son assiette. « Voudriez-vous un dessert? » demanda Robert, forçant un sourire malgré le tumulte en lui. Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Oui, s'il vous plaît. » Pendant qu'elle savourait un bol de glace, Robert essaya de comprendre ce qui se passait. Si Catherine était vivante, pourquoi avait-elle disparu? Pourquoi l'avait-elle laissé croire qu'elle était partie et cet enfant pouvait-elle possiblement être sa fille? « Emma, quel âge avez-vous? » demanda-t-il nonchalamment. « J'ai 8 ans, répondit-elle entre les cuillerées. J'aurai 9 ans en août. » Robert fit le calcul rapidement. Si Catherine avait été enceinte quand elle a disparu il y a 5 ans, le timing serait bon. La possibilité lui envoya une vague de vertige. « Emma, je dois vous ramener à la maison, » dit Robert quand elle eut fini son dessert. « Votre mère doit être inquiète pour vous. » La peur traversa le visage de la fille. « Maman m'a dit de ne pas parler aux étrangers. Elle sera fâchée que je sois venu ici. »« Je ne suis plus un étranger, » dit Robert doucement, « et je promets, je veux juste m'assurer que vous rentriez chez vous en toute sécurité. » Après quelques hésitations, Emma accepta. Pendant qu'il marchait vers sa voiture, Robert demanda à Marcus de récupérer le verre et de le précipiter au laboratoire. Puis il aida Emma à monter sur la banquette arrière de sa Bentley blindée. Notant comment ses yeux s'écarquillèrent devant le véhicule de luxe. Alors qu'il s'éloignait du restaurant, Robert aperçut Emma dans le rétroviseur. Elle avait les yeux de Catherine, son délicat menton. Comment n'avait-il pas vu cela immédiatement?
Chaque geste, chaque expression était un fantôme de la femme qu'il avait aimée, qu'il aimait encore. C'est un long trajet, dit-il, sa voix plus stable qu'il ne se sentait. Pourquoi ne me parlez-vous pas de votre maman? Pendant qu'Emma commença à parler, Robert serra fermement le volant, ses jointures blanches. Après 5 ans de vide, son monde venait d'être bouleversé par une petite fille affamée aux pieds nus. Et quelque part, à 2 heures de là, se trouvait la femme qu'il avait pleuré chaque jour depuis qu'il l'avait perdue. La femme qui, pour des raisons qu'il ne pouvait commencer à comprendre, avait choisi de disparaître de sa vie. Le trajet jusqu'à Millfield semblait sans fin. L'esprit de Robert s'emballait de questions tandis qu'Emma somnolait sur la banquette arrière, épuisée par son aventure. Occasionnellement, il la regardait dans le rétroviseur, toujours stupéfait par la ressemblance avec Catherine. Le GPS le dirigea vers la périphérie de la ville, loin des quartiers aisés de Manhattan. Alors qu'il tournait sur une route mal entretenue, les phares de Robert illuminèrent un quartier en déclin, des maisons abandonnées aux fenêtres barricadées, des jardins envahis et des lampadaires cassés. « Laquelle est la maison Wheeler? » demanda Robert doucement quand Emma se réveilla en sursaut. Celle-là, elle pointa du doigt une maison victorienne délabrée en retrait de la route, mais nous vivons dans la petite maison derrière elle. Robert gara sa Bentley, ostensiblement déplacée dans ce coin oublié de Millfield. Pendant qu'Emma le guidait à travers un sentier envahi à côté de la maison principale, son téléphone vibra dans sa poche. C'était Marcus. « Monsieur, le docteur Jennings accélère l'analyse, mais elle a besoin de quelques heures de plus. » « Compris. »« Tenez-moi au courant, » répondit Robert, mettant fin à l'appel alors qu'ils approchaient d'un abri de jardin converti derrière la maison victorienne. Emma courut devant vers une porte à la peinture écaillée. « Maman, je suis à la maison, » cria-t-elle. Une voix de femme répondit de l'intérieur, fatiguée mais chaleureuse. « Emma, où étiez-vous? »« Fou. J'étais si inquiète. » La porte s'ouvrit et elle était là. Catherine, sa Catherine. Elle resta figée dans l'embrasure de la porte, ses cheveux foncés, autrefois luxuriants, maintenant ternes et parsemés de gris prématurés, son visage plus mince qu'il ne se souvenait. Mais ses yeux noisettes distinctifs, s'écarquillèrent sous le choc en le voyant debout derrière Emma. « Robert, » murmura-t-elle, la couleur s'échappant de son visage. Le temps sembla s'arrêter alors qu'ils se regardaient à travers 5 ans d'absence. Emma les regarda l'un après l'autre, la confusion évidente dans son expression. « Maman, le connais-tu? » Catherine tira Emma protecteur contre elle, ses yeux ne quittant jamais le visage de Robert. « Va à l'intérieur, ma chérie, dit-elle, sa voix tremblante. « Mais maman, maintenant, Emma. » Emma disparut à contre-cœur dans l'abri et Catherine sortit, tirant la porte derrière elle. Dans la lumière tamisée d'une seule ampoule au-dessus de la porte, Robert pouvait voir à quel point elle était devenue mince, à quel point ses vêtements pendaient lâchement sur sa silhouette. « Vous devez partir, » dit Catherine, sa voix basse et urgente. « S'il vous plaît, Robert, partez juste. »« 5 ans, » dit Robert, sa voix se brisant. « 5 ans j'ai cru que vous étiez parti. J'ai identifié vos effets personnels. J'ai enterré un cercueil vide. Je vous ai pleuré chaque jour. » Catherine enroula ses bras autour d'elle, détournant le regard. « Je ne suis pas qui vous pensez que je suis. » Arrêtez de mentir, la voix de Robert devint plus ferme. « Je sais que c'est vous, Catherine. Emma m'a montré votre photo. Elle m'a parlé de votre bague, la bague Blackwood. Il n'y en avait que 3 jamais fabriquées. »« Oh, vous vous trompez, » insista-t-elle, mais sa voix manquait de conviction. « La fille, » Robert continua, « elle a 8 ans. Est-elle? Est-elle ma fille? » Le silence de Catherine était une réponse suffisante. « Pourquoi? » Robert s'approcha, sa voix se brisant. « Pourquoi feriez-vous cela? Me faire croire que vous étiez parti, me cacher mon enfant. Vous ne comprendriez pas, » murmura Catherine, les larmes coulant maintenant sur son visage. « Je devais la protéger, vous protéger tous les deux. » « Nous protéger de quoi? »
Avant qu'elle ne puisse répondre, Emma entr'ouvrit la porte, les regardant. « Maman, pourquoi pleurez-vous? » Catherine essuya rapidement ses larmes. « Tout va bien, chérie. Monsieur Blackwood partait juste. » « Non, dit Robert fermement. Je ne vais nulle part tant que je n'aurai pas de réponse. Son téléphone sonna à nouveau. Marcus avec une mise à jour. « Monsieur, les résultats préliminaires confirment une relation parent-enfant. » Le docteur Jennings dit que le niveau de confiance est supérieur à 99%. L'enfant est incontestablement le vôtre. Malgré l'avoir suspecté, entendre la confirmation rendit les genoux de Robert faibles. Il avait une fille qui avait vécu dans la pauvreté pendant qu'il commandait un empire de plusieurs milliards de dollars. « Laissez-moi entrer, Catherine, » dit-il, sa voix douce mais résolue. « Laissez-moi voir où ma fille a vécu. » Après un moment d'hésitation, Catherine s'écarta, permettant à Robert d'entrer dans la petite structure qui avait été sa maison avec Emma pendant les dernières années. L'intérieur de l'abri était à peine 400 pieds carrés, converti en un espace de vie rudimentaire. Un matelas gisait sur le sol dans un coin, couvert de couvertures usées. Une plaque chauffante et un mini-réfrigérateur composaient la zone de la cuisine. La salle de bain n'était rien de plus qu'un coin séparé par un rideau, avec une toilette de camping et une bassine en plastique pour se laver. Une petite étagère contenait les quelques possessions d'Emma, quelques livres d'occasion, un ours en peluche usée et une poupée faite à la main. Le contraste avec le luxe qui avait entouré Catherine dans leur vie antérieure était stupéfiant. Robert se sentait physiquement malade en regardant les conditions dans lesquelles sa femme et son enfant avaient vécu. « Vous avez été ici tout ce temps ?» demanda-t-il, sa voix creuse. Catherine hocha la tête, gardant Emma près d'elle. « Pas toujours ici, nous avons déménagé. » « Mais pourquoi, Catherine? J'avais des ressources, des connexions, quel que soit le problème dans lequel vous étiez. » « Je n'étais pas en difficulté, » l'interrompit-elle. « Vous l'étiez. » Robert la fixa, ne comprenant pas. Catherine soupira, regardant Emma. « Chérie, peux-tu s'il te plaît mettre ton pyjama? Il est l'heure de dormir. » Emma parut réticente, mais obéit, disparaissant derrière un rideau de fortune qui divisait le petit espace. Une fois qu'Emma fut hors de portée de voix, Catherine baissa la voix. « Vous souvenez-vous de Victor Castillo? » Robert se tendit au nom. Victor Castillo avait été un associé d'affaires à ses débuts d'expansion de Stellar Retreats, un investisseur silencieux avec des connexions que Robert avait plus tard découvert être au mieux douteuses. Quand Robert avait essayé de racheter la participation de Castillo dans la société, les choses avaient mal tourné. Qu'en est-il de lui? La nuit avant que je ne disparaisse, dit Catherine, choisissant ses mots avec soin avec Emma à proximité. Il m'a approché dans le parking du bureau. Il savait que j'étais là pour vous surprendre pour le déjeuner. Elle déglutit difficilement. Il m'a dit que si je ne disparaissais pas complètement de votre vie, il s'assurerait qu'aucun de nous ne survivrait à la semaine. Il m'a montré des photos de nous à la maison, dans des restaurants, même à mon rendez-vous chez le médecin où je venais de confirmer ma grossesse. Robert sentit le sang quitter son visage. « Pourquoi n'êtes-vous pas venu me voir? Nous aurions pu gérer cela ensemble. Il était explicite. Que si je vous disais, il agirait immédiatement, dit Catherine. Je savais à quel point il était dangereux, de quoi il était capable. Je devais faire un choix à ce moment-là. J'ai choisi de vous protéger, vous et notre enfant à naître, de la seule manière que je pouvais, en me laissant penser que vous étiez morte dans cet accident. » Catherine hocha la tête, les larmes coulant librement maintenant. Non, je l'ai mis en scène avec l'aide d'un ami de l'université qui travaillait dans les effets spéciaux de cinéma, la voiture, le feu. Je me suis assuré qu'il trouverait assez pour m'identifier, mais pas assez pour... Elle s'interrompit, incapable de finir la phrase. « Et puis, vous avez juste disparu, » dit Robert, luttant encore pour comprendre. « Tout. J'avais de l'argent d'urgence économisé. J'ai coupé mes cheveux, les ai teints, changé mon nom en Sarah Wells.
J'ai déménagé constamment au début, craignant qu'il me trouve. Finalement, je me suis installé ici quand Emma avait environ 3 ans. J'ai travaillé tous les emplois que je pouvais trouver qui payaient en espèces. Avez-vous déjà essayé de savoir ce qui s'est passé après votre départ? Castillo a eu une crise de santé soudaine 6 mois après votre disparition. Il est parti depuis plus de 4 ans maintenant. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. J'ai entendu des rumeurs il y a 1 an ou 2, mais je ne pouvais pas être sûr. Et à ce moment-là, elle fit un geste impuissant autour de l'abri. Je pensais que c'était trop tard, que vous auriez tourné la page, peut-être remarié, ou que vous ne me pardonneriez jamais ce que j'ai fait. Vous pardonnez? Robert s'approcha, sa voix se brisant. Catherine, je n'ai jamais tourné la page. Je me suis jeté dans le travail le jour et je me suis enivré pour dormir la plupart des nuits. La seule chose qui donnait un sens à ma vie était de faire des dons aux causes qui vous tenaient à cœur. J'ai établi la Fondation Catherine Blackwood pour aider les femmes et les enfants en crise. Emma sortit de derrière le rideau maintenant vêtue d'un pyjama délavé avec des personnages de dessins animés que Robert ne reconnaissait pas. Elle regarda entre les adultes, sentant la tension. « Tout va bien ?» demanda-t-elle d'une petite voix. Robert regarda sa fille, la regarda vraiment et vit à la fois lui-même et Catherine dans ses traits. Combien elle avait manqué dans sa courte vie, combien il avait manqué. « Emma, dit Catherine doucement, « Monsieur Blackwood et moi devons parler en privé pendant un moment. Peux-tu lire ton livre au lit? » Emma hocha la tête à contre-cœur et monta sur le matelas dans le coin, ramassant un livre de poche aux pages cornées. Robert se tourna vers Catherine, baissant la voix. « Vous n'avez plus à vivre comme ça. L'un ou l'autre de vous, s'il vous plaît, revenez juste avec moi ce soir. J'ai beaucoup de place. Nous pouvons tout régler demain. » Catherine hésita, des années de peur et d'instinct de survie luttant contre l'espoir dans ses yeux. « Je ne sais pas si je peux juste revenir dans votre vie après tout. Alors ne le considérez pas comme revenir dans ma vie, dit Robert. Pensez-y comme donner à Emma la vie qu'elle mérite. » Catherine jeta un coup d'œil à leur fille, faisant semblant de lire tout en écoutant évidemment chaque mot. La décision pesa visiblement sur elle, des années d'instinct protecteur luttant contre la vérité indéniable de leur situation. « Nous viendrons pour ce soir, dit-elle finalement. Mais je ne fais aucune promesse au-delà de cela. » Le soulagement inonda Robert. C'était un début, un petit, mais plus qu'il n'avait osé espérer il y a seulement quelques heures, quand il était assis seul dans ce restaurant, commémorant ce qu'il pensait être une vie et un amour perdu pour toujours. « Emballez ce dont vous avez besoin, dit-il doucement. Nous pouvons obtenir n'importe quoi d'autre demain. » Pendant que Catherine rassemblait leurs maigres affaires dans un seul sac de sport usé, Robert regardait Emma, qui avait abandonné toute prétention de lecture, et le fixait maintenant ouvertement avec des yeux curieux. Sa fille. La simple pensée le remplissait d'émerveillement et d'une féroce protection qu'il n'avait jamais ressentie auparavant. « Allons-nous en aventure, maman? » demanda Emma pendant que Catherine fermait le sac. Catherine échangea un regard avec Robert avant de répondre. « Oui, ma chérie, nous allons en aventure. » Le trajet de retour à Manhattan était surréaliste. Robert continuait de jeter des coups d'œil dans le rétroviseur, toujours incapable de croire que Catherine et Emma étaient vraiment dans sa voiture. Emma s'était endormie presque immédiatement, sa tête reposant sur les genoux de Catherine. Catherine caressa distraitement les cheveux de sa fille, son regard fixé sur l'obscurité qui passait dehors par la fenêtre. « Elle a vos yeux, dit Robert doucement, brisant le silence. Catherine leva les yeux, rencontrant son regard dans le rétroviseur. « Et votre entêtement, répondit-elle, le fantôme d'un sourire touchant ses lèvres avant de s'estomper. Ils retombèrent dans le silence jusqu'à ce qu'ils atteignent le garage privé sous l'immeuble du penthouse de Robert. Pendant que l'ascenseur montait au dernier étage, Emma se réveilla, ses yeux s'écarquillant, alors qu'elle observait les luminaires en laiton poli et les sols en marbre. « Vivez-vous dans un château ?» demanda-t-elle à Robert, complètement réveillé maintenant. «
Pas exactement, répondit-il avec un doux sourire, mais c'est un bel endroit. Je pense que vous l'aimerez. Quand les portes de l'ascenseur s'ouvrirent directement sur le hall du penthouse, Emma allaita. L'appartement tentaculaire présentait des fenêtres du sol au plafond mettant en valeur l'horizon scintillant de Manhattan, des œuvres d'art de qualité muséale sur les murs et des meubles qui coûtaient plus cher que la plupart des maisons des gens. « Vous vivez ici tout seul ?» demanda Emma, marchant prudemment sur les parquets brillants, comme si elle craignait de les endommager. « Oui, » répondit Robert, regardant Catherine observer l'appartement. Leur maison d'avant, bien qu'il l'eût redécorée intensivement après sa mort présumée, incapable de vivre avec les rappels constants. « C'est très grand, » dit Catherine, serrant leur unique sac de sport comme une bouée de sauvetage. « Laissez-moi vous montrer les chambres d'amis, » dit Robert, les conduisant dans un couloir. « Emma, celle-ci peut être la vôtre pour ce soir. » Il ouvrit une porte pour révéler une chambre décorée avec goût, avec un lit queen size. Emma s'en approcha prudemment. « Tout le lit est juste pour moi. » La question innocente frappa Robert comme un coup physique. Quel genre de vie sa fille avait-elle vécu pendant qu'il jouissait de chaque luxe? « Oui, ma chérie, c'est tout à vous, » répondit Catherine quand Robert sembla incapable de parler. « Installons-vous. » Pendant que Catherine aidait Emma à se préparer pour le lit, Robert alla à la cuisine et se versa un verre de scotch avec des mains tremblantes. Au moment où Catherine le rejoignit, il l'avait vidé et en contemplait un autre. « Elle dort, » dit Catherine, hésitant incertainement dans l'embrasure de la porte. « Le lit est plus grand que toute notre maison. Elle est un peu dépassée. »« Elle n'est pas la seule, » répondit Robert, posant son verre vide. « Je n'arrive toujours pas à croire que vous êtes là, que j'ai une fille. » Catherine croisa les bras protecteurs sur sa poitrine. « Robert, je... » La sonnette l'interrompit. Robert fronça les sourcils. « Ça doit être Marcus. Je lui ai demandé d'apporter des essentiels pour vous deux. » Il revint quelques instants plus tard avec son assistant personnel, un homme d'une trentaine d'années à l'air sérieux, portant plusieurs sacs de courses. Les yeux de Marcus s'écarquillèrent presque imperceptiblement quand il vit Catherine, mais son comportement professionnel resta intact. « Les articles que vous avez demandés, monsieur, » dit-il, posant les sacs sur le comptoir. « Vêtements, articles de toilette et quelques nécessités de base pour les deux. » « Madame Blackwood et l'enfant. Merci, Marcus, » dit Robert. « Ce sera tout pour ce soir. » Après le départ de Marcus, Catherine s'approcha des sacs avec prudence. « Vous n'aviez pas à faire cela. »« Bien sûr que si, » répondit Robert. « Vous ne pouvez pas porter les mêmes vêtements pour toujours, et Emma mérite. » Il s'arrêta voyant l'expression de Catherine se durcir. « Mérite quoi ?» dit-elle avec défi. « D'avoir soudainement tout lui être donné? Pensez-vous que je n'ai pas voulu lui donner tout? Pensez-vous que j'ai choisi cette vie pour nous? » « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » recula Robert. « Je voulais juste dire que maintenant que je sais pour elle, pour vous deux vivants, je veux aider. Je veux subvenir aux besoins de ma famille. » Les épaules de Catherine s'affaissèrent. « Je sais. Je suis désolé. C'est juste, tout cela est tellement. » Elle fit un geste autour de la cuisine luxueuse. 5 ans de survie au jour le jour, et soudain nous sommes ici. Cela ne semble pas réel. Robert voulait la saisir, la serrer dans ses bras comme il l'aurait fait sans hésitation dans leur vie passée. Au lieu de cela, il maintint sa distance, respectant la barrière invisible qu'elle avait érigée. « Pourquoi ne vous reposez-vous pas ?» suggéra-t-il. La chambre d'amis à côté de celle d'Emma s'y préparait. Nous pourrons parler davantage le matin. Catherine hocha la tête, ramassant les sacs de course. Merci, Robert, pour tout ce soir. Après son départ, Robert erra dans son salon vide, se sentant plus vivant qu'il ne l'avait été depuis des années, malgré le tumulte des émotions. Il s'arrêta à son bureau à domicile et déverrouilla un panneau caché dans la bibliothèque, révélant un petit coffre-fort. À l'intérieur se trouvait une boîte en velours contenant la 3e bague Blackwood, la bague de Catherine, récupérée de leur coffre-fort après sa mort. Il serra ses doigts autour d'elle,
se souvenant du jour où il l'avait placé à son doigt il y a 12 ans. Pourrait-il jamais retrouver ce lieu de confiance et d'amour, où trop de choses s'étaient peintes, trop de temps s'était-il écoulé? Robert dormit à peine cette nuit-là, son esprit s'emballant de plans et de possibilités. À l'aube, il avait pris plusieurs décisions. Il était à son bureau, révisant des documents quand Catherine apparut dans l'embrasure de la porte, portant un simple T-shirt et un jean des sacs que Marcus avait apporté. « Vous êtes levé tôt, dit-elle, l'air plus reposé que la nuit précédente. « J'avais des choses à régler, répondit-il en se levant. « Café? » Elle hocha la tête, le suivant dans la cuisine. Pendant qu'ils préparaient leur boisson, la sienne avec un filet de crème et 2 sucres, exactement comme elle l'avait toujours prise, il la remarqua le regarder avec un mélange de familiarité et de méfiance. « Vous vous êtes souvenu, dit-elle doucement quand il lui tendit la tasse. « Je me souviens de tout de vous, Catherine, répondit-il simplement. Elle détourna le regard, incapable de soutenir son regard. Robert, à propos d'Emma, elle est belle, dit-il. Intelligente aussi, je peux le dire. Elle a votre rapide... son esprit, elle mérite de savoir la... vérité, dit Catherine. Sur qui vous êtes pour elle? Le cœur de Robert bondit. Vous voulez lui dire que je suis son père? Catherine Naradaye hocha la tête lentement. C'est pourquoi j'ai accepté de venir ici. Elle a le droit de vous connaître, et vous avez le droit de la connaître. Je vous ai gardés, tous les deux séparés, trop longtemps. Avant que Robert ne puisse répondre, Emma entra silencieusement dans la cuisine dans son pyjama trop grand, ses cheveux ébouriffés par le sommeil. Elle s'arrêta court quand elle les vit soudainement timides. « Bonjour, ma chérie, » dit Catherine. « Avez-vous bien dormi? » Emma hocha la tête, observant la cuisine étincelante avec ses appareils de qualité professionnelle. « Cet endroit est vraiment grand. » Robert sourit. « Voudriez-vous un petit déjeuner? »« Je peux faire des crêpes. » Les yeux d'Emma s'illuminèrent. « Vraiment, nous n'avons jamais de crêpes. »« Alors, des crêpes ce sera, » dit Robert, essayant d'ignorer la douleur que ses mots causaient. Pendant qu'il commençait à rassembler les ingrédients, Catherine guida Emma à s'asseoir à l'îlot de cuisine. « Emma, chérie, il y a quelque chose d'important dont M. Blackwood et moi devons te parler, » commença Catherine. Emma regarda entre eux, soudainement sérieuse. « Sommes-nous en difficulté? Devons-nous partir? »« Non, ma chérie, rien de tel, » l'assura Catherine. « C'est à propos de M. Blackwood, de qui il est. » Emma fronça légèrement les sourcils. C'est l'homme du restaurant. Oui, mais il est plus que ça. Catherine prit une profonde inspiration. Emma, Robert est... Il est votre père. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, dardant entre Catherine et Robert. Mon père. Mais vous avez dit que mon père était parti. Je pensais qu'il l'était, interjeta Robert doucement. Je ne savais pas pour vous, Emma. Votre mère et moi. Nous étions séparés avant votre naissance. Je ne savais pas que j'avais une fille si incroyable jusqu'à hier soir. Emma traita cette information avec une remarquable sérénité pour une enfant de 8 ans. C'est pour ça que vous avez la même bague que maman? Robert hocha la tête. Ces bagues sont dans ma famille depuis très longtemps. Il n'y en a que 3 dans le monde. J'en aurais une aussi, demanda Emma, les préoccupations pratiques prenant apparemment le pas sur la révélation de sa paternité. Robert rit, la tension se brisant. Pas encore. Elles sont un peu trop grandes pour vous, mais peut-être un jour. Emma sembla satisfaite de cette réponse et passa à sa prochaine préoccupation. Si vous êtes mon papa, cela veut-il dire que nous allons vivre ici maintenant? Catherine et Robert échangèrent des regards. Nous n'avons pas encore tout réglé, répondit Catherine avec prudence. Mais pour l'instant, nous restons ici comme monsieur, comme les invités de votre père. Je veux que vous restiez tous les deux, dit Robert fermement. Cet endroit a toujours été trop grand pour moi seul. Pendant qu'ils prenaient le petit déjeuner ensemble, le premier de nombreux repas en tant que famille réunie, Robert observa la facilité avec laquelle Catherine interagissait avec Emma.
Les douces corrections, les blagues intimes, la forme abrégée qui s'était développée entre elles au cours de 8 ans. Il avait manqué tant de choses. J'ai des choses à régler au bureau aujourd'hui, dit Robert, pendant qu'il finissait de manger. Mais je pensais que nous pourrions tous dîner ensemble ce soir. Peut-être faire du shopping avant. Emma a probablement besoin de plus de vêtements. Fourniture scolaire. École? Emma se ranima. Je n'ai pas été à une vraie école depuis longtemps. Maman m'enseigne à la maison. Robert leva un sourcil à Catherine, qui haussa les épaules. Nous déménageons trop et nous ne pouvons pas toujours nous permettre la documentation que les écoles exigent. Eh bien, ce ne sera plus un problème, les assura Robert. Il y a une excellente école privée à quelques pâtés de maison d'ici. Le trimestre de printemps est presque terminé. Mais je suis sûr que nous pourrions organiser une visite pour Emma, peut-être commencer à l'automne. Je ne sais pas, Robert, commença Catherine. Tout se passe si vite. Maman, s'il te plaît, supplia Emma. Je veux aller à une vraie école avec d'autres enfants, c'est tout. La résistance de Catherine s'effrita face à l'excitation de sa fille. Nous verrons, concéda-t-elle. Mais d'abord, prenons les choses un jour à la fois. Après le petit déjeuner, Robert se prépara à contre-cœur à partir pour son bureau. Marcus sera disponible si vous avez besoin de quoi que ce soit, dit-il à Catherine. Je lui ai donné des instructions pour vous aider avec tout ce dont vous avez besoin. Carte de crédit, argent liquide, transport. Nous irons bien, l'assura Catherine. Nous nous sommes débrouillés seuls pendant longtemps. C'est ça, dit Robert doucement. Vous n'avez plus à vous débrouiller seul, l'une ou l'autre de vous. Alors qu'il se tournait pour partir, Emma le surprit en courant et en le serrant par la taille. « Au revoir, papa », dit-elle, testant le mot. Robert se figea un instant, puis s'agenouilla à son niveau, la gorge serrée par l'émotion. « Au revoir, Emma. Je vous verrai ce soir, d'accord ?» Elle hocha la tête solennellement. « Ne soyez pas en retard. Maman déteste quand les gens sont en retard. » Robert leva les yeux vers Catherine, qui les regardait avec une expression complexe. « Je me souviens, » dit-il doucement. « Je ne serai pas en retard. » Tout au long de sa journée au siège de Stellar Retreat, Robert trouva presque impossible de se concentrer. Il délégua la plupart de ses réunions à son équipe exécutive, prétextant une urgence familiale, ce qui d'une certaine manière l'était. Au lieu de cela, il se concentra sur l'organisation de l'intégration de Catherine et Emma dans sa vie. À 5 heures, il rentrait chez lui, quelque chose qu'il faisait rarement à une heure si matinale. Alors que l'ascenseur montait à son penthouse, Robert ressentit une anticipation nerveuse qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Pour la première fois depuis la disparition de Catherine, il rentrait chez lui vers une famille, sa famille, plutôt qu'un appartement vide rempli de possessions coûteuses qui avaient depuis longtemps perdu leur sens. Les semaines qui suivirent apportèrent une série vertigineuse de changements. Pour les 3 Blackwood, Robert réorganisa tout son emploi du temps de travail pour passer plus de temps à la maison, déléguant des responsabilités qu'il avait auparavant insisté pour gérer personnellement. Pour la première fois en 5 ans, Stellar Retreats n'était plus le centre de son univers. Catherine observa ces changements avec un optimisme prudent. Le Robert dont elle se souvenait avait été ambitieux et motivé, travaillant souvent 16 heures par jour alors qu'il construisait son empire. Ce nouveau Robert, qui rentrait dîner tous les soirs, qui passait les week-ends et emmenait Emma au musée et au parc, était à la fois familier et étrange. « Vous avez changé », observa-t-elle un soir alors qu'ils étaient assis sur la terrasse du penthouse après qu'Emma soit allée au lit. L'horizon de Manhattan s'étillait autour d'eux, un contraste frappant avec le quartier abandonné qu'ils avaient laissé derrière eux à Millfield. Robert fit tournoyer le whisky dans son verre, considérant ces mots. « Vous perdre m'a changé », dit-il finalement. « Je me suis jeté dans le travail parce que c'était la seule chose qui atténuait la douleur. Mais c'était creux. Le succès ne signifiait rien sans quelqu'un avec qui le partager. » Catherine détourna le regard, la culpabilité obscurcissant ses traits. «
Je n'ai jamais voulu vous causer de douleur. Je pensais que je vous protégeais. Je le sais maintenant, dit Robert doucement. Mais Catherine, vous devez comprendre que si vous étiez venu me voir, nous aurions pu y faire face ensemble. J'avais des ressources, des connexions. J'étais enceinte et terrifiée, répondit Catherine. Tout ce à quoi je pouvais penser était de garder notre bébé en sécurité. Elle marqua une pause, rencontrant son regard directement. Auriez-vous fait différemment à ma place? Robert ne put répondre. La vérité était qu'il ne savait pas ce qu'il aurait fait. Parlez-moi d'elle. Ces premières années, dit-il à la place, j'ai tant manqué. L'expression de Catherine s'adoucit. C'était le plus beau bébé, pleurait à peine. Son premier mot fut livre, pas maman ou papa comme la plupart des enfants. Toujours curieuse, toujours tout observant. Elle sourit aux souvenirs. Même quand les choses étaient au plus dur, elle ne se plaignait jamais. Elle inventait des histoires élaborées sur la façon dont nous étions des princesses déguisées, vivant cachées jusqu'à ce que notre royaume ait besoin de nous. Robert sentit sa poitrine se serrer. « Elle est extraordinaire, acquiesça-t-il. Vous avez fait un travail incroyable en l'élevant, Catherine. Malgré tout, nous avons fait ce que nous devions faire, dit-elle simplement. Mais la voir ici, la voir s'épanouir avec toutes ses opportunités, cela me fait me demander si j'ai fait le bon choix il y a toutes ces années. Avez-vous fait ce que vous pensiez être le mieux? » Robert l'assura. C'est tout ce que n'importe quel parent peut faire. Alors que May se transformait en juin, ils établirent une routine provisoire. Emma visita l'école d'Alton et fut provisoirement acceptée pour le semestre d'automne, sous réserve de rattraper son retard pendant l'été avec un tuteur privé. Catherine commença à faire du bénévolat à la fondation Catherine Blackwood, trouvant cela surréaliste de travailler pour une organisation nommée d'après elle. Surtout depuis que tout le monde là-bas croyait qu'elle était une femme nommée Sarah Wells, que Robert avait récemment embauchée. Robert, quant à lui, se trouva rajeuni. Les membres du conseil d'administration de Stellar Retreats notèrent son humeur améliorée, la nouvelle énergie qu'il apportait aux réunions. Plusieurs commentèrent qu'il n'avait pas semblé aussi engagé depuis avant l'accident de sa femme. « Pas un accident », corrigea Robert, un membre du conseil, fermement. « Et je préférerais que nous ne discutions pas de ma vie personnelle pendant ces réunions. » Derrière des portes closes, Robert travailla avec son équipe juridique pour rétablir l'identité de Catherine, un processus complexe étant donné qu'elle avait été légalement déclarée morte. Ils décidèrent de procéder avec prudence, déposant les documents nécessaires sans attirer l'attention des médias. La dernière chose que n'importe lequel d'entre eux voulait était un spectacle public. Un soir fin juin, Robert rentra chez lui pour trouver Catherine assise au comptoir de la cuisine, fixant une épaisse enveloppe. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, desserrant sa cravate. « Ma nouvelle identité. »« Document » répondit-elle. « Certificat de naissance, carte de sécurité sociale, permis de conduire. » Tous disant que je suis à nouveau Catherine Blackwood. Elle leva les yeux vers lui, son expression illisible. Cela semblait étrange. Comme si je rentrais dans une vie qui n'est plus la mienne. « Ça a toujours été la vôtre, » dit Robert doucement. « Vous en êtes juste éloigné pendant un certain temps. » Catherine secoua la tête. « Vous ne comprenez pas. Pendant 5 ans, j'ai été Sarah Wells, mère célibataire, serveuse, femme de ménage. Quel que soit le travail que je pouvais trouver qui payait en espèces, cela est devenu mon identité. Catherine Blackwood, l'avocate d'entreprise. La femme du magnat de l'hôtellerie, la mondaine. Elle semble être quelqu'un que je connaissais. » Robert s'appuya contre le comptoir, l'étudiant. « Alors qui voulez-vous être maintenant? »« C'est ça, » dit Catherine. « Je ne sais plus. » Avant que Robert ne puisse répondre, Emma entra en bondissant dans la cuisine, son tuteur la suivant. « Papa, j'ai eu tous mes problèmes de Mascorex aujourd'hui, » annonça-t-elle fièrement. « Mademoiselle Peterson dit que je rattrape super vite. »« C'est merveilleux, ma chérie, » dit Robert, son visage s'illuminant comme il le faisait toujours quand Emma l'appelait papa. Il ne lui avait fallu que quelques jours pour adopter le terme, et chaque fois qu'elle l'utilisait, cela semblait être un cadeau.
Elle a une aptitude naturelle pour les mathématiques, confirma le tuteur, et sa compréhension en lecture est bien au-dessus du niveau scolaire. Elle a juste besoin de combler quelques lacunes en sciences et en études sociales. Après le départ du tuteur, les trois préparèrent le dîner ensemble, un nouveau rituel qui semblait encore nouveau à Robert. Dans sa vie antérieure avec Catherine, ils avaient mangé au restaurant la plupart des soirs ou avaient des repas préparés par leur chef privé. Cette intimité domestique, hacher des légumes côte à côte, enseigner à Emma comment mesurer les ingrédients, était entièrement nouveau. Nous devrions célébrer les progrès d'Emma, suggéra Robert pendant qu'il mangeait. Peut-être faire un voyage ce week-end? La maison des Hampton était vide depuis des années. Catherine se tendit visiblement. Je ne sais pas si je suis prête pour ça. Robert comprit son hésitation. La maison de plage contenait trop de souvenirs de leur vie d'avant. Escapades de week-end, fêtes d'été, matins paresseux au lit. Cela représentait une existence insouciante qui avait été brisée par la disparition de Catherine. Et un nouvel endroit, suggéra-t-il. Au lieu de cela, nous pourrions voler jusqu'en Floride, visiter Disney World. Emma adorerait cela. Disney World, les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Vraiment? Catherine et Robert échangèrent des regards. Peut-être, dit Catherine prudemment. Nous verrons. Plus tard cette nuit-là, après qu'Emma fut endormie, Robert trouva Catherine dans son bureau à domicile, regardant les photos encadrées sur son bureau, des photos d'eux deux d'avant, souriant, inconscients de la fragilité de leur bonheur. « Nous étions si jeunes, murmura-t-elle alors qu'il entrait. « Nous le sommes encore, fit remarquer Robert. « Vous n'avez que 39 ans, j'ai 42 ans. » Cela semble être une autre vie, dit Catherine, posant une photo de leur lune de miel à Bali. Parfois, je regarde ces photos et me reconnais à peine. Robert s'approcha avec précaution, maintenant la distance respectueuse qu'il avait gardée depuis son retour. Bien qu'ils fussent légalement toujours mariés, ils n'avaient pas encore discuté de ce que cela signifiait pour leur avenir. Catherine continua de dormir dans la chambre d'amis, et Robert ne souleva jamais la question. « Catherine, dit-il doucement, je sais que cette transition n'a pas été facile pour vous, pour aucun de nous, mais je veux que vous sachiez que je n'attends pas que les choses redeviennent comme avant. Trop de choses se sont passées. Nous avons tous les deux changé. » Elle leva les yeux vers lui, surprise. « Alors qu'attendez-vous? »« Rien, dit-il simplement. Je suis juste reconnaissant de vous avoir, vous et Emma, dans ma vie, quelle que soit la capacité avec laquelle vous êtes à l'aise. Si vous voulez, construisez une vie séparée pour vous. Retournez au droit, commencez une nouvelle carrière. Tout ce que vous voulez, je vous soutiendrai complètement. Si vous voulez coélever avec moi mais vivre séparément, je respecterai cela aussi. » Catherine l'étudia, cherchant son visage. Et si je voulais essayer à nouveau, pour voir s'il y a encore quelque chose entre nous qui vaut la peine d'être sauvé, le cœur de Robert s'emballa. « J'aimerais ça, dit-il avec précaution, mais seulement si vous êtes sûr, seulement si c'est ce que vous voulez vraiment. » Je ne suis plus sûr de rien, admit Catherine, sauf qu'Emma mérite d'avoir ses deux parents dans sa vie, et que malgré tout, je n'ai jamais cessé de vous aimer, Robert, même quand je me suis convaincu que je devais vous laisser partir. Robert tendit la main vers elle, et pour la première fois depuis son retour, elle ne se retira pas. « Je n'ai jamais cessé de vous aimer non plus, » dit-il, pas un seul jour. Le lendemain matin, Robert appela son bureau pour dire qu'il ne viendrait pas. Au lieu de cela, les trois montèrent à bord de son jet privé et s'envolèrent pour Orlando pour un week-end impromptu à Disney World. Regardez Emma vivre la magie du parc à thème, ses yeux grands ouverts d'émerveillement devant les princesses, les parades, les feux d'artifice, fut une joie qu'aucun des parents n'avait osé espérer quelques mois plus tôt. Lors de leur dernière nuit en Floride, Emma dormait profondément dans la chambre attenante de leur suite d'hôtel. Catherine et Robert se tenaient sur le balcon, regardant des feux d'artifice lointains illuminer le ciel nocturne. « Merci pour cela, » dit Catherine doucement. « La voir si heureuse, c'est tout ce que j'ai toujours voulu pour elle.
Elle mérite tout le bonheur du monde, acquiesça Robert. Vous aussi, Catherine. Elle se tourna pour lui faire face, son expression sérieuse. J'ai réfléchi à ce que vous avez dit sur construire une vie ici, sur nous. Robert attendit, osant à peine respirer. Je veux essayer, dit-elle finalement, pour le bien d'Emma et pour le nôtre. Mais Robert, nous ne pouvons pas juste reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Nous devons nous connaître à nouveau, sortir ensemble, prendre les choses lentement. J'aimerais ça, dit Robert, le soulagement l'envahissant. Nous pouvons recommencer à zéro, sans attente, sans pression. Catherine sourit, un sourire sincère qui atteignit ses yeux, quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis avant sa disparition. Notre premier rendez-vous était dans ce petit restaurant italien du village, se rappela-t-elle. Vous avez renversé du vin rouge partout sur votre chemise blanche, et vous avez utilisé votre eau gazeuse pour aider à le nettoyer, continua Robert, le souvenir vif. Je savais alors que vous étiez spécial. Peut-être pourrions-nous y retourner, suggéra Catherine, pour notre premier nouveau rendez-vous. J'aimerais ça, dit Robert, bien que je ne puisse promettre de ne pas renverser quelque chose à nouveau. J'étais nerveux alors, et je serai probablement nerveux maintenant. Catherine rit doucement. Le grand Robert Blackwood nerveux à un rendez-vous, difficile à imaginer. Seulement avec vous, admit-il. Vous avez toujours eu cet effet sur moi. Pendant qu'ils se tenaient là, la distance entre eux sembla se réduire. Pour la première fois en 5 ans, ou ce qui semblait une éternité, Robert osa espérer qu'ils pourraient retrouver leur chemin l'un vers l'autre. Le week-end en Floride marqua un tournant. De retour à New York, Catherine commença à s'ouvrir davantage, partageant des histoires de ses années de cachette. Robert écouta, son cœur se brisant devant les difficultés qu'elle et Emma avaient endurées. Des nuits où elles avaient eu faim, des hivers où elles ne pouvaient pas. Se permettre le chauffage, la peur constante d'être découverte. J'ai travaillé 3 emplois à un moment donné, lui dit Catherine un soir. Quart de jour dans un restaurant, quart de soir dans un dépanneur, emploi de nettoyage le week-end. Emma s'asseyait dans l'arrière-salle du restaurant, faisant les feuilles de travail que j'avais préparées pour elle. Robert serra la mâchoire. Pensant à sa fille confinée dans une arrière-salle seule pendant qu'il vivait dans le luxe, assistant à des galas de bienfaisance et étendant son empire hôtelier. « J'aurais dû vous trouver, dit-il, pas pour la première fois. »« Comment auriez-vous pu ?» raisonna Catherine. « Je me suis assuré qu'il n'y avait aucune trace à suivre. Je suis devenu un fantôme, Robert. C'était le but. » Alors que juillet arrivait, apportant une chaleur étouffante à la ville, Emma s'épanouit sous l'attention de ses tuteurs et la stabilité de leur nouvelle vie. Elle ne thésaurisait plus de nourriture dans sa chambre, une habitude que Catherine expliqua s'être développée pendant leur période plus maigre, et elle parlait plus confidentiellement, son intelligence naturelle transparaissant à mesure que ses lacunes éducatives étaient comblées. Au moment où eux arriva, apportant le 9e anniversaire d'Emma, la transformation dans toute leur vie était remarquable. Le penthouse, autrefois une vitrine stérile de richesse, était devenu une maison. Les œuvres d'art d'Emma ornaient le réfrigérateur, les livres de Catherine remplissaient les étagères auparavant vides, et les photos de famille remplaçaient l'art impersonnel qui avait pendu au mur. « Je veux faire quelque chose de spécial pour son anniversaire », dit Robert à Catherine pendant qu'ils planifiaient la célébration, quelque chose de significatif. Ils étaient assis dans le salon après qu'Emma soit allée au lit, la camaraderie facile de leur ancienne vie revenant progressivement. Leur premier rendez-vous au restaurant italien avait mené à un second, puis un troisième, des pas prudents vers la reconstruction. Avait été perdue. Elle n'a jamais eu de vraie fête d'anniversaire, admit Catherine. Habituellement, c'était juste nous deux avec un cupcake et un petit cadeau. Le cœur de Robert lui fit mal à cette pensée. Alors nous ferons en sorte que celui-ci compte, mais je ne veux pas la submerger avec quelque chose de trop extravagant. Catherine sourit, appréciant sa retenue. Dans les premières semaines après leur retrouvaille,
Robert avait essayé de compenser le temps perdu avec des cadeaux somptueux, des vêtements de marque, des appareils électroniques, des jouets coûteux. Catherine avait doucement fait remarquer qu'un tel excès pourrait faire plus de mal que de bien à un enfant habitué à n'avoir presque rien. Et une petite fête ici, suggéra Catherine. Elle s'est liée d'amitié avec certains des enfants de son programme d'été. Nous pourrions les inviter à voir du gâteau, des jeux, des choses d'anniversaire normales. Robert hocha la tête, mais elle pouvait dire qu'il avait autre chose en tête. Cela semble parfait. Mais je pensais aussi à un cadeau spécial, quelque chose pour marquer l'occasion. Robert, dit Catherine prudemment, nous en avons parlé. Elle n'a pas besoin de cadeaux extravagants. Il ne s'agit pas du coût, l'assura-t-il. Il s'agit de signification. Il alla à son bureau et revint avec une petite boîte en velours. Quand il l'ouvrit, Catherine haleta. À l'intérieur se trouvait une bague délicate en or rose, présentant une version plus petite du motif géométrique distinctif qui entourait la pierre bleue dans leur bague de famille Blackwood. « Je l'ai fait faire pour elle, » expliqua Robert. « Elle est de taille enfant avec un saphir rose au lieu d'un diamant. Elle peut la porter maintenant et nous pourrons la redimensionner à mesure qu'elle grandira. » Catherine toucha la bague doucement. « C'est beau, mais êtes-vous sûr? Les bagues Blackwood sont une tradition familiale. Elle est de la famille, dit Robert fermement. Notre fille. Cette bague symbolise qu'elle fait officiellement partie de l'héritage Blackwood, avec tous les droits et privilèges que cela implique. Les yeux de Catherine se remplirent de larmes. Elle la chérira. Le matin de l'anniversaire d'Emma, ils la surprirent avec un petit déjeuner au lit, des crêpes en forme de Mickey Mouse, un clin d'œil à leur voyage à Disney. Le délice d'Emma devant ce simple geste fit réaliser à Robert combien il fallait peu pour la rendre heureuse comparé à l'excès matériel dont il s'était entouré pendant des années. La fête cet après-midi fut petite mais joyeuse. 6 enfants du programme d'été d'Emma vinrent avec leurs parents, la plupart d'entre eux étant clairement curieux de la femme et de la fille du célèbre Robert Blackwood, apparus soudainement. À leur crédit, ils gardèrent leurs questions polies et minimales, se concentrant plutôt sur le fait de rendre la journée spéciale pour Emma. Après le gâteau et les cadeaux de ses amis, Robert et Catherine présentèrent à Emma leurs cadeaux. De Catherine, un album fait main, documentant leur vie ensemble, à la fois les années difficiles en fuite et leurs mois récents en tant que famille réunie, Emma le feuilleta avec révérence, s'attardant sur des photos des 3 à Disney World, à Central Park, dînant ensemble à la maison. « C'est le meilleur cadeau de tous les temps, maman, » dit-elle, serrant Catherine fort. « J'ai quelque chose pour vous aussi, » dit Robert quand ils se séparèrent. Il s'agenouilla devant Emma et présenta la boîte en velours. « Ceci est très spécial, Emma. C'est quelque chose que seuls les Blackwoods ont. » Emma ouvrit la boîte lentement, ses yeux s'écarquillant devant la bague à l'intérieur. « Elle ressemble à la vôtre. Et celle de maman. »« C'est exact, » dit Robert, sa voix épaisse d'émotion. Il n'y avait que 3 bagues Blackwood dans le monde jusqu'à maintenant. Celle-ci a été faite juste pour vous. Emma la glissa à son doigt, où elle allait parfaitement. Cela veut-il dire que je suis vraiment une Blackwood maintenant, pour toujours? Vous avez toujours été une Blackwood, l'assura Robert. Cela rend juste les choses officielles. Emma jeta ses bras autour de son cou. Merci, papa, murmura-t-elle. Je vous aime. Robert la serra fort, rencontrant les yeux emplis de larmes de Catherine par-dessus l'épaule de leur fille. À ce moment-là, malgré toutes les années, perdu toute la douleur endurée, il se sentit complet. Après la fête, quand les invités furent partis et qu'Emma jouait avec ses nouveaux jouets, Catherine trouva Robert sur la terrasse regardant la ville. C'était une journée parfaite, dit-elle, le rejoignant aux balustrades. Ça l'était, acquiesça-t-il. La voir si heureuse, c'est tout ce que je n'ai jamais su vouloir. Catherine étudia son profil, notant les changements que 5 ans avaient opérés, les mèches d'argent à ses tempes, les rides plus profondes autour de ses yeux. Il était toujours beau, toujours l'homme dont elle était tombée amoureuse, mais tempéré maintenant par la perte et le rétablissement.
j'ai réfléchi, dit-elle soigneusement, à nous, à notre futur. Robert se tourna pour lui faire face. Qu'en est-il? Emma commence l'école dans quelques semaines. J'aurai plus de temps libre. Elle prit une profonde inspiration. J'aimerais m'impliquer davantage dans la Fondation Catherine Blackwood, pas seulement comme bénévole, mais dans un rôle de leadership. Le visage de Robert s'illumina. Je pense que c'est une merveilleuse idée. La Fondation était toujours censée être la vôtre. Elle porte votre nom, votre vision. Il y a autre chose, continua Catherine. J'ai été mal à l'aise de vivre ici sur votre charité. Je veux contribuer à construire quelque chose de moi-même à nouveau. Catherine, tout ce que j'ai est à vous, commença Robert, mais elle secoua la tête. Ce n'est pas le but. Avant que tout n'arrive, j'étais une avocate d'entreprise. J'avais ma propre carrière, ma propre identité. J'ai besoin de cela à nouveau. Robert hocha la tête lentement, comprenant. Qu'aviez-vous en tête? On m'a offert un poste à la Fondation, un vrai, pas seulement un titre de courtoisie. Directrice des affaires juridiques, la vérification des antécédents de Sarah Wells est revenue propre, et mon ancienne licence d'avocat peut être rétablie une fois que mon identité est légalement réglée. C'est merveilleux, dit Robert sincèrement. Vous seriez parfaite pour le rôle. Catherine hésita. Il y a une chose de plus, la chose la plus difficile. Robert attendit, la tension s'insinuant dans ses épaules. Je pense qu'il est temps que je retourne dans notre chambre, dit-elle doucement. Si c'est toujours ce que vous voulez. Le soulagement inonda le visage de Robert. C'est ce que je veux plus que tout, l'assura-t-il. Mais seulement si vous êtes prête. Je pensais ce que j'ai dit sur prendre les choses lentement. La vie est trop courte pour aller lentement, dit Catherine s'approchant de lui. Nous avons déjà perdu 5 ans. Cette nuit-là, pour la première fois depuis son retour, Catherine dormit dans la chambre principale, dans leur lit. Ils se déplacèrent avec prudence, se redécouvrant avec l'émerveillement de nouveaux amants et la familiarité d'anciens. Ensuite, Catherine reposa dans les bras de Robert, sa tête sur sa poitrine, écoutant son rythme cardiaque. « Je n'ai jamais pensé que j'aurais cela à nouveau, » murmura-t-elle. « Il y a eu tant de nuits où je suis resté éveillé, vous manquant, me demandant si j'avais fait le bon choix. »« Vous êtes ici maintenant, » dit Robert, caressant ses cheveux. « C'est tout ce qui compte. » Alors que l'été se transformait en automne, leurs vies s'installèrent dans un nouveau rythme. Emma commença à Dalton, s'épanouissant dans l'environnement académique et se faisant rapidement des amis. Catherine assuma son rôle à la Fondation, apportant son expertise juridique à la mission de l'organisation d'aider les femmes et les enfants en crise. Robert continua de gérer les retraites Stellar, mais avec une nouvelle perspective, déléguant plus de responsabilités à son équipe exécutive, quittant le bureau avant 5 heures la plupart des jours et prenant les week-ends complètement libres. « Le conseil pense que je suis devenu mou », plaisanta-t-il à Catherine. Un soir, Jenkins m'a en fait demandé si j'allais bien quand j'ai suggéré que nous pourrions retarder l'expansion de Tokyo pour nous concentrer sur les avantages sociaux. Catherine rit, levant les yeux des mémoires juridiques qu'elle révisait. Le grand Robert Blackwood mettant les gens, être pour les profits, scandaleux. « Vous m'avez changé, dit-il, son ton devenant sérieux. Vous deux l'avez fait. Avant, tout était question de croissance, d'expansion, être le plus grand et le meilleur. Maintenant, je comprends qu'il y a des choses plus importantes. » En octobre, près de 6 mois après leur retrouvaille, ils affrontèrent leur premier événement public en tant que famille, le gala annuel de la Fondation Catherine Blackwood. Pendant des années, Robert l'avait animé seul, restant stoïque à travers les discours sur sa perte tragique et sa généreuse philanthropie. Cette année serait différente. Êtes-vous sûr que vous êtes prête pour cela? Robert demanda à Catherine pendant qu'ils se préparaient pour la soirée. Une fois que nous apparaîtrons publiquement ensemble, il n'y aura pas de retour en arrière. La presse sera partout sur l'histoire. Catherine hocha la tête, ajustant les bretelles de sa robe de soirée.
Une création élégante, bleu nuit, qui la faisait paraître chaque centimètre la philanthrope sophistiquée. Je suis prête. Nous avons préparé la déclaration. Le personnel de la Fondation connaît la vérité et Emma est en sécurité avec sa gardienne. Il est temps de reprendre ma vie complètement. Le gala se tint à l'hôtel fort de Stellar Retreats à Manhattan. Alors qu'ils entraient dans la grande salle de bal, les conversations faiblirent, les têtes se tournèrent et les murmures se répandirent rapidement dans la foule. Catherine serra la main de Robert, tirant force de sa présence. Howard Jenkins, le président du conseil d'administration de Stellar Retreats, fut le premier à les approcher, son expression un mélange de choc et de délice. « Catherine, est-ce vraiment vous? » « Bonjour, Howard, » répondit avec un sourire composé. Cela faisait longtemps. Mais comment nous pensions tous qu'il bégaya? Cherchant Robert pour une explication, nous ferons une déclaration plus tard. Ce soir, Robert dit doucement. Pour l'instant, nous sommes juste heureux d'être ici ensemble, soutenant la Fondation tout au long de l'heure du cocktail. Ils se déplacèrent dans la foule, comme une unité acceptant les félicitations et déviant les questions avec une aisance pratiquée au moment où Robert monta sur scène pour son discours annuel. L'atmosphère était électrique d'anticipation. Il y a 5 ans, commença-t-il, j'ai établi la Fondation Catherine Blackwood, en hommage à ma femme que je croyais m'avoir été enlevée pour toujours. Sa mission, soutenir les femmes et les enfants en crise, reflétait l'engagement de toute une vie de Catherine à aider ceux dans le besoin. Il fit une pause, scannant les visages attentifs du public. Ce soir, je me tiens devant vous avec une nouvelle qui ne semble rien de moins que miraculeuse. En raison de circonstances que nous expliquerons plus en détail dans les jours à venir, ma femme Catherine est vivante. Elle est revenue à nous, à moi, et a amené avec elle notre fille Emma, dont je n'ai jamais su l'existence. Un halètement collectif ondula à travers la foule, suivi d'applaudissements spontanés. Robert leva la main pour le silence. L'histoire de Catherine, notre histoire, est une histoire de sacrifice extraordinaire, de courage et finalement de retrouvailles. Elle a transformé ma compréhension de ce qui compte vraiment dans la vie et elle a donné un nouveau but à la fondation qui porte son nom. Il tendit la main vers Catherine, qui se leva de sa place et le rejoignit sur scène, son calme inébranlable, malgré les centaines d'yeux fixés sur elle. « Mesdames et messieurs, » continua Robert, « c'est mon grand honneur de présenter la nouvelle directrice exécutive de la Fondation, Catherine Blackwood. Catherine Blackwood elle-même. » L'applaudissement fut retentissant. Catherine s'approcha du microphone, sa voix stable, alors qu'elle s'adressait à la foule. Merci pour votre accueil chaleureux. Bien que les circonstances de mon absence et de mon retour soient complexes et personnelles, ce qui importe le plus est le travail qui nous attend. Cette fondation est née de la perte. Maintenant, elle sera portée par l'espoir pour les innombrables femmes et enfants qui se trouvent dans des situations désespérées, comme je l'ai été. Elle a exposé sa vision pour les fondations, étendant son programme d'abri, créant des opportunités éducatives pour les enfants en crise et établissant une division d'aide juridique pour aider les femmes à naviguer les complexités d'un nouveau départ. Personne ne devrait avoir à choisir entre sécurité et dignité, conclut-elle. Aucune mère ne devrait avoir à élever son enfant dans la peur. Avec votre soutien continu, nous pouvons nous assurer que moins de familles fassent face au choix impossible que la mienne a fait. Alors qu'ils quittaient la scène main dans la main, la foule se leva pour une standing ovation. Plus tard, alors qu'ils se mêlaient aux donateurs et aux membres du conseil, Catherine se pencha près de Robert. « Nous l'avons fait, » murmura-t-elle. Premier obstacle franchi. Robert serra sa main. « Vous étiez magnifique. Ils vous adorent comme ils le devraient. Le lendemain matin, comme prévu, leur histoire était partout. Nouvelles télévisées, journaux, médias sociaux. Le communiqué de presse qu'ils avaient soigneusement élaboré fut cité extensivement. Mais la spéculation se déchaînait sur les détails qu'ils avaient choisi de mettre.
La femme morte d'un magnat de l'hôtellerie revient après 5 ans avec un enfant secret, claironnant un titre. Réunion de famille Blackwood, le mystère derrière la disparition de Catherine proclama un autre. Ils avaient anticipé cette frénésie et planifié en conséquence. Emma resta à la maison de l'école pour la semaine, protégée du cirque médiatique par une sécurité accrue à leur immeuble. Catherine donna une seule interview, soigneusement contrôlée, à un journaliste respecté, révélant assez de leur histoire pour satisfaire la curiosité publique sans exposer les détails les plus douloureux. Alors que l'automne se transformait en hiver, les médias frénésis autour des Blackwood diminua progressivement, la famille s'installa dans un rythme qui semblait à la fois nouveau et familier, les départs à l'école et les réunions d'affaires, les dîners de famille et les galas de fondation, les soirées tranquilles à la maison et les voyages de week-end à leur maison des Hamptons récemment rouverte. Un soir de décembre enneigé, alors qu'ils décoraient leur arbre de Noël, le premier qu'ils célébreraient ensemble en famille, Emma demanda soudain, « Papa, avez-vous d'autres membres de la famille? Par exemple, ai-je des grands-parents ou des tantes ou des oncles? » Robert échangea un regard avec Catherine. Ils s'étaient tellement concentrés sur la reconstruction de leur famille immédiate qu'ils avaient à peine discuté des parents éloignés de Robert. « Mes parents sont décédés il y a de nombreuses années, » dit Robert avec précaution. « Mais j'avais un frère jumeau, James. » Un jumeau? Les yeux d'Emma s'écarquillèrent, comme identiques. Où est-il? Robert posa l'ornement qu'il tenait. James a disparu il y a 25 ans. Nous étions sur son voilier et il y eut une tempête. J'ai été secouru, mais James n'a jamais été retrouvé. Alors il pourrait encore être quelque part, insista Emma, son imagination clairement captivée par cette révélation. Comme comment maman était partie mais est revenue ensuite. C'est possible, concéda Robert, bien que son ton suggérait qu'il pensait cela improbable. Mais cela fait très longtemps. Catherine toucha son bras doucement, sentant son inconfort. La perte de son jumeau avait été une blessure qui n'avait jamais complètement guéri, une qui avait été rouverte par le retour miraculeux de Catherine. Si elle pouvait revenir d'entre les morts, pourquoi pas James? Votre père et son frère étaient très proches, dit Catherine à Emma. James avait la deuxième bague Blackwood. Emma regarda sa propre version plus petite. Alors il y en a une pour papa, une pour vous, une pour Uncle James et la mienne. C'est exact, confirma Robert. Les 3 originales plus la vôtre. Peut-être qu'un jour nous trouverons Uncle James aussi, dit Emma avec l'optimisme simple de l'enfance. Et puis toutes les bagues seront à nouveau ensemble. Cette nuit-là, après qu'Emma fut endormie, Robert se tint à la fenêtre de leur chambre. Regardant la chute de neige sur Central Park, Catherine le rejoignit, enroulant ses bras autour de lui par derrière. « Vous pensez à James, dit-elle. Ce n'était pas une question. Je le cherche chaque année, admit Robert. Engager des détectives privés, vérifier des bases de données internationales. Rien. Mais vous n'avez jamais cessé de chercher, nota Catherine. Non, acquiesça-t-il, tout comme je n'ai jamais vraiment cru que vous. Étiez parti même quand toutes les preuves disaient que vous l'étiez. Il y avait toujours ce sentiment. Avec James, c'est différent. Je l'ai senti mourir, Catherine. Les jumeaux sont censés avoir cette connexion, et je les sentais se briser. Catherine posa sa tête contre son dos. Je suis désolé. Je ne voulais pas vous donner de faux espoirs en revenant. Robert se tourna pour lui faire face. Non, ce n'est pas ça du tout. Vous avoir de retour est le plus grand cadeau de ma vie. Cela m'a juste fait me demander. Si j'avais tort à votre sujet, aurais-je pu avoir tort à propos de James aussi? Voudriez-vous le savoir? Demanda Catherine avec précaution. Robert considéra la question. Je ne sais pas. Notre relation était compliquée vers la fin. Il a ressenti du ressentiment envers mon succès, a senti que je l'avais laissé derrière. La sortie en voilier était censée être notre réconciliation. Emma adorerait rencontrer son oncle, observa Catherine. Oui, elle le ferait, acquiesça Robert avec un sourire triste. Elle a sa curiosité, son sens de l'aventure.
Les vacances sont venues et sont parties, un temps joyeux rempli de la magie de vivre Noël à travers les yeux d'Emma. Pour le réveillon du Nouvel An, ils organisèrent un petit rassemblement au penthouse. Juste la sœur de Catherine, Claire, qui était venue de Seattle après des retrouvailles émouvantes avec sa sœur présumée morte, quelques amis proches et plusieurs des amis d'école d'Emma avec leurs parents. Alors que minuit approchait, Emma, autorisée à rester éveillée pour l'occasion, tira sur la manche de Robert. « Papa, j'ai pris une résolution du Nouvel An, déjà. »« L'avez-vous fait? » demanda-t-il, souriant vers elle. « Qu'est-ce que c'est? »« Je vais apprendre à faire de la voile, » annonça-t-elle, « comme vous et oncle James aviez l'habitude de faire. Peut-être que si j'apprends très bien, je pourrais l'aider à le trouver un jour. » L'expression de Robert s'adoucit. « C'est une merveilleuse résolution, Emma. Je serai heureux de vous apprendre quand le temps deviendra plus chaud. »« Promettre? » pressa-t-elle. « Promis, » l'assura-t-il, touché par sa détermination à se connecter avec l'oncle qu'elle n'avait jamais rencontré. Quand janvier arriva, apportant avec lui une nouvelle année et de nouvelles possibilités, Robert prit une résolution pour lui-même. Il reverrait la recherche de son frère, non pas avec le chagrin désespéré qui avait motivé ses tentatives précédentes, mais avec l'espoir et la perspective que Catherine et Emma avaient restauré dans sa vie. Il commença par contacter le détective privé qui avait mené la recherche la plus récente 5 ans plus tôt. « Je veux essayer à nouveau, » dit Robert à l'homme lors d'une réunion dans son bureau, « avec de nouvelles ressources, de nouvelles technologies, quoi qu'il en coûte. »« Monsieur Blackwood, » dit le détective avec précaution, « nous avons déjà fait cela. La conclusion de la garde côtière était que votre frère avait été perdu en mer après 25 ans. Ma femme est revenue après 5 ans d'être présumée morte, » interrompit Robert. Des choses plus étranges sont arrivées. Le détective ne put l'argumenter avec cette logique. « D'accord, nous réouvrirons l'affaire, mais je ne veux pas vous donner de faux espoirs. »« L'espoir n'est pas faux s'il vous fait avancer, » répondit Robert, pensant aux années où Catherine avait survécu avec l'espoir seul, l'espoir que son sacrifice le garderait lui et leur enfant en sécurité. Pendant que l'hiver progressait, Robert divisa son temps entre Stella, les retraites, sa famille et la recherche renouvelée de James. Catherine regarda avec un mélange de soutien et d'inquiétude, craignant que Robert ne se prépare à une autre déception dévastatrice. « Promettez-moi juste que vous ne laisserez pas cela vous consumer, » dit-elle un soir alors qu'il se penchait sur le dernier rapport de l'enquêteur. « Nous nous sommes tous retrouvés. Cela pourrait devoir suffire. » Robert leva les yeux des documents, son expression s'adoucissant en rencontrant son regard. « C'est assez, plus qu'assez. C'est juste quelque chose que je dois essayer encore une fois, pour Emma et pour moi-même. » Catherine hocha la tête, comprenant. « Alors nous vous soutiendrons jusqu'au bout. » Février apporta une percée, bien que pas celle que Robert avait attendue. Le détective appela avec la nouvelle qu'un voilier correspondant à la description du bateau de James avait été découvert des années plus tôt sur une île isolée du Pacifique Sud. Les habitants l'avaient récupéré après qu'il se fût échoué lors d'une tempête, utilisant ses pièces pour leur propre bateau et maison. « Il y a plus, » dit le détective. Selon les registres de l'île, un homme occidental arriva à peu près au même moment, fin des années 90, ce qui correspond à la disparition de James. Il était blessé, souffrant d'amnésie. Il y vécut plusieurs années avant de partir sur un navire de ravitaillement vers 2005. Robert serra le téléphone plus fort. Avait-il un nom, une description? Le nom qu'il a utilisé était Jim Black. Pourrait être une coïncidence. Pourrait être une version simplifiée de son vrai nom s'il avait une mémoire partielle. La description est vague. Mâle blanc, début trentaine à l'époque, ce qui correspondrait. Aucune mention de caractéristiques distinctives qui confirmerait que c'était votre frère. Où est-il allé après 2005? Robert insista. C'est là que la piste se refroidit. Encore une fois, admit le détective. Le navire de ravitaillement se dirigeait vers la Nouvelle-Zélande, mais il n'y a aucune trace d'un Jim Black ou James Blackwood entrant officiellement dans le pays.
Il aurait pu utiliser un autre nom ou ne jamais arriver du tout. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était plus qu'ils n'avaient eu depuis des années. Preuve que James aurait pu survivre à la tempête, aurait pu vivre des années après, pourrait encore être quelque part. Quand Robert partagea la nouvelle avec Catherine ce soir-là, elle vit l'espoir renouvelé dans ses yeux et ressentit à la fois de la joie et de la trépidation. Trouver James vivant après tout ce temps serait un autre miracle, et les miracles, comme elle le savait bien, venaient avec des complications. « Que ferez-vous ensuite ?» demanda-t-elle. Le détective vérifie les manifestes de passagers pour les navires quittant la Nouvelle-Zélande vers cette époque, expliqua Robert, et je l'ai autorisé à engager des contacts locaux dans le Pacifique Sud pour recueillir plus d'informations de l'île. « Et si vous le trouvez, demanda Catherine avec précaution, après tout ce temps, il pourrait être très différent du frère dont vous vous souvenez. » Robert hocha la tête, reconnaissant la vérité dans ses mots. « Je sais, mais il est toujours de la famille, toujours un Blackwood. » La recherche continua en mars et avril avec une lenteur frustrante. Chaque piste prometteuse semblait s'éteindre juste au moment où il s'approchait. Robert essaya de maintenir son optimisme, mais Catherine pouvait voir le tribut que cela prenait. Puis début mai, juste avant le 10e anniversaire d'Emma, le détective appela avec une nouvelle qui envoya Robert se précipiter chez lui du bureau au milieu de la journée. « Nous l'avons trouvé », annonça-t-il essoufflé, en faisant irruption dans le penthouse, trouvant Catherine révisant des documents de la fondation à la table à manger. Elle se leva, les papiers oubliés. « James, vous avez trouvé James », Robert hocha la tête, son expression un mélange d'euphorie et d'incrédulité. « Il est vivant, Catherine. Vivant sous le nom de Jim Waters, dans une petite ville côtière de l'Oregon. » Le détective a envoyé des photos. Il sortit son téléphone, lui montrant des images d'un homme qui était indubitablement le jumeau de Robert, bien que buriné et plus mince, avec des cheveux plus longs parsemés de gris. « Oh mon Dieu !» murmura Catherine, étudiant les images. Malgré les années et les difficultés évidentes sur son visage, la ressemblance avec Robert était indéniable. « L'avez-vous contacté? »« Pas encore, » admit Robert. Le détective a confirmé son identité à distance, correspondance d'empreintes digitales d'un verre dans un bar local, ADN d'une tasse de café jetée, mais il ne l'a pas approché directement. « J'avais besoin de rentrer à la maison d'abord pour vous parler. »« Que dit le rapport sur sa vie maintenant? » demanda Catherine, guidant Robert à s'asseoir, sentant son état dépassé. Il possède une petite entreprise de réparation de bateaux, vit seul dans une maison modeste, surplombant l'océan, reste surtout seul, mais est bien considéré dans la communauté. Pas de femme, pas d'enfant. Robert passa une main dans ses cheveux. Il a vécu cette vie tranquille et anonyme toutes ces années, à seulement quelques heures de vol. « Sait-il qui il est? » demanda Catherine la question cruciale. « Ou a-t-il encore l'amnésie? » Le détective n'est pas sûr, admit Robert. Il se fait appeler Jim Waters, pas Blackwood, mais cela pourrait être un choix délibéré plutôt qu'une perte de mémoire. Il n'y a rien dans son histoire connue pour indiquer s'il se souvient de son passé. Catherine prit ses mains dans les siennes. « Que voulez-vous faire? Je veux aller le voir, » dit Robert sans hésitation. « Aujourd'hui, demain, dès que possible, mais... » « Mais vous avez peur. » Catherine termina pour lui. « Peur de ce que vous trouverez, de savoir s'il voudra vous voir. » Robert hocha la tête, vulnérabilité, clair sur son visage. « Et s'il se souvient de tout et est resté à l'écart délibérément? Et s'il me blâme pour l'accident? » « Il n'y a qu'une seule façon de le savoir, » dit Catherine doucement. Le lendemain, Robert prit des dispositions pour que son jet privé les emmène en Oregon. Après de nombreuses discussions, ils décidèrent que tous les trois devraient y aller. C'était une affaire de famille, et Emma méritait d'en faire partie. « Nous partons pour un voyage spécial, » dit Catherine à Emma ce soir-là, pour rencontrer quelqu'un de très important. Emma leva les yeux de ses devoirs. « Qui? » « Votre père pense qu'il a peut-être retrouvé son frère, » expliqua Catherine avec précaution. « Votre oncle James.
Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. Vraiment? Celui avec l'autre bague? Celui qui s'est perdu en mer? Oui, confirma Catherine. Nous ne sommes pas entièrement sûrs de ce qui lui est arrivé, ni pourquoi il n'a pas contacté votre père toutes ces années. C'est pourquoi nous allons le voir. Sait-il que nous venons? Demanda Emma, perspicace comme toujours. Robert et Catherine échangèrent des regards. Non, admet Robert. Nous pensions qu'il valait mieux l'approcher en personne. C'est une situation délicate. Emma considéra cela avec une maturité surprenante. Comme comment maman est revenue après s'être partie si longtemps. C'était délicat aussi. Exactement comme ça, acquiesça Catherine. Parfois, les familles sont séparées pour des raisons compliquées. Les ramener ensemble demande du soin et de la patience. Le lendemain matin, ils montèrent à bord du jet privé de Robert pour le vol vers l'Oregon. Emma était excitée, bombardant ses parents de questions sur l'oncle qu'elle n'avait jamais rencontré. Robert répondit du mieux qu'il put, partageant des histoires de leur enfance, d'étés passés à naviguer ensemble, du lien qu'ils avaient partagé avant que les circonstances et les choix ne les aient éloignés. Il était toujours le plus aventureux, dit Robert à Emma, alors qu'ils survolaient les Rocheuses. J'étais plus prudent, plus concentré sur la construction de quelque chose de stable. James voulait explorer le monde, expérimenter tout ce qu'il avait à offrir. C'est pour ça qu'il était sur un voilier quand il a disparu, demanda Emma. Robert hocha la tête. La voile était sa passion. Il avait prévu de faire le tour du monde éventuellement. J'étais juste là pour ce voyage particulier pour essayer de me reconnecter avec lui. Nous nous étions éloignés d'ici là. Alors que leur avion commençait sa descente vers le petit aéroport côtier, Robert devint silencieux, l'anxiété évidente dans sa posture tendue et son regard lointain. Catherine tendit la main pour lui serrer la sienne. « Quoi qu'il arrive, dit-elle doucement, nous sommes ici avec vous. » La ville côtière de Bayview, Oregon, était exactement comme le détective l'avait. Décrite, une colonie pittoresque nichée entre des collines boisées et le vaste océan Pacifique. Ils s'enregistrèrent dans le seul hôtel de la ville, une charmante auberge surplombant le port, où les bateaux de pêche et les embarcations de plaisance flottaient doucement dans l'après-midi. Fils, la réparation marine de Water est à environ 1 mile le long de la côte, dit Robert, étudiant la carte sur son téléphone. Selon le détective, James est habituellement là jusqu'à 6 heures. Catherine jeta un coup d'œil à sa montre. Cela nous donne quelques heures pour nous installer et nous préparer. Emma, qui avait regardé par la fenêtre le paysage inconnu, se tourna vers elle. « Parents, pouvons-nous marcher sur la plage d'abord? Je n'ai jamais vu l'océan Pacifique. » Robert et Catherine échangèrent des regards, reconnaissant tous deux qu'un bref délai pourrait aider à calmer les nerfs de Robert. « C'est une merveilleuse idée, » dit Catherine. « Prenons tous un peu d'air frais. » Ils passèrent 1 heure à marcher le long du rivage, Emma ramassant des coquillages et des pierres intéressantes, Robert et Catherine marchant main dans la main derrière elle. Le rythme familier des vagues sembla apaiser l'anxiété de Robert. Et au moment où ils rentrèrent à l'hôtel, il parut plus centré. « Je pense que je devrais y aller seul d'abord, dit-il, pendant qu'ils discutaient de leur approche lors d'un déjeuner tardif. S'il le fait, souvenez-vous de moi, nous voir tous en même temps pourrait être accablant. » Catherine hocha la tête. « Emma et moi attendrons à l'hôtel. Prenez autant de temps que vous avez besoin. » À 17h30, Robert se tenait dans la voiture de location devant Waters Marine Repair, rassemblant son courage. L'entreprise était logée dans un bâtiment patiné juste sur le port, avec des bateaux dans divers états de réparation alignés sur des remorques dans la cour. Une enseigne peinte à la main présentait un simple motif de vague bleue et les mots « réparation de qualité », prix juste. Robert regarda un homme émerger de l'atelier, indubitablement son jumeau, bien que buriné et plus mince, avec des cheveux plus longs parsemés de gris. James s'essuyait les mains sur un chiffon, parlant à quelqu'un encore à l'intérieur du bâtiment. Même de loin, la vue de lui vivant après toutes ces années était accablante. Finalement, Robert sortit de la voiture et s'approcha.
James avait le dos tourné, sécurisant la porte de l'atelier. Quand il entendit des pas, il appela sans se retourner. Boutique fermée pour la journée, de retour demain à 8 heures. Je ne suis pas ici pour un bateau, James. Robert dit, sa voix instable. James se figea, puis se retourna lentement. Pendant un long moment, les jumeaux se fixèrent à travers 25 ans de séparation. Reconnaissance, choc et quelque chose d'illisible traversèrent le visage de James. Robert, dit-il finalement, sa voix une version plus rauque de celle de son frère. Ce n'était pas une question. Vous vous souvenez de moi, répondit Robert, soulagement et nouvelle tension se faisant la guerre dans sa poitrine. James laissa échapper un rire court et sans humour. Difficile d'oublier votre propre visage, il étudia Robert intensément. Vous avez l'air prospère, gérant toujours ces hôtels chics. La référence décontractée à la vie de Robert avant sa disparition confirma ce que Robert avait commencé à soupçonner. James avait sa mémoire intacte, avait su qui il était depuis le début. « Pourquoi n'êtes-vous pas revenu ?» demanda Robert, la question qui l'avait hanté pendant des décennies, enfin prononcée à voix haute. « Pourquoi me laisser penser que vous étiez parti ?» James soupira, semblant soudainement fatigué. C'est compliqué et ce n'est pas une conversation à avoir debout sur un parking. Il fit un geste vers une maison modeste sur un promontoire surplombant le port. Ma place est là-haut. Si vous voulez parler, c'est là que nous le ferons. Les frères montèrent en silence le sentier sinueux jusqu'à la maison de